Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intéressants qui parlent d'une tension. Une tension qu'on sent parfois, particulièrement au Maroc, mais aussi ailleurs, entre le monde du coaching et celui de la psychothérapie. Les sources mentionnent même, et le terme est fort, une guerre silencieuse. Alors notre objectif, c'est de comprendre un peu mieux d'où ça vient, cette friction. Et puis, voir quelles pistes de rapprochement sont évoquées. Simple malentendu ou un désaccord plus profond sur les rôles. On va essayer de décortiquer ça. Oui, tout à fait. Les écrits, ils confirment bien ce malaise, ce sentiment. Mais attention, il ne faut pas généraliser non plus, hein. Les causes qu'on avance elles sont multiples. Ça peut être professionnel, psychologique, même culturel parfois. Et c'est bien précisé d'ailleurs que, tous les thérapeutes ne sont pas sur la défensive et tous les coachs ne sont pas non plus irréprochables, évidemment. D'accord. Alors, allons directement au cœur du sujet. Pourquoi, pourquoi est-ce que certains thérapeutes, d'après ces sources, voient le coaching un peu comme une menace? Alors, les documents pointent du doigt trois raisons principales. La première, c'est une sorte de peur liée à l'ambiguïté. En gros, une méconnaissance de ce que fait vraiment un coach, ses outils, ses limites. Et ça peut créer une crainte de confusion. Confusion des rôles, peur que ça dilue un peu leur propre crédibilité, quoi. Ah oui, si je vois, une sorte de flou qui inquiète. Et cette méconnaissance, est-ce qu'elle mène à d'autres craintes plus spécifiques, d'après les textes jus? Oui, justement, ça nous amène à la deuxième raison. La peur de l'intrusion. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se disent coach comme ça, sans avoir de formation vraiment sérieuse derrière. Et forcément, ça abîme l'image de toute la profession. Ça nourrit la méfiance, et cette méfiance, malheureusement, elle peut rejaillir même sur les coachs qui sont, eux, bien formés et compétents. Le classique problème des brebis galeuses, qui ternissent l'image de tout un groupe, c'est ça. Et la troisième source de tension, elle est identifiée comment? La troisième, c'est un sentiment de menace, on va dire, plus direct. Le coaching, ça marche, ça donne des résultats concrets. Plus de motivation, des objectifs atteints, des changements de comportement. Et les sources disent que certains peuvent voir ça à tort, précisent les textes, comme une concurrence directe à la thérapie. Un peu comme si le coach venait marcher sur les plates-bandes du thérapeute, si on veut. D'accord, le tableau de cette tension est assez clair maintenant. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est là que ça devient constructif, c'est que les documents ne s'arrêtent pas là. Ils proposent des solutions, des pistes pour dépasser tout ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est crucial. L'accent est vraiment mis sur l'importance de l'intention et de la clarté. C'est ça les clés pour construire des ponts. Il y a plusieurs idées concrètes qui sont mises en avant pour mieux se comprendre mutuellement. Alors, comment on fait pour passer de cette méfiance à une collaboration, ou au moins une meilleure cohabitation? Quelles sont ces idées, concrètement? Premièrement, communiquer. Mais communiquer pour clarifier, pas pour se défendre. L'idée, c'est d'expliquer la différence entre les rôles. L'exemple donné est assez parlant. Voilà, moi, je ne touche pas au traumatisme, aux maladies mentales. Mon rôle, c'est d'aider les gens à avancer vers leurs objectifs. C'est poser les limites clairement, en fait. D'accord. Une démarche pédago, proactive, plutôt que d'être sur la défensive. Et au-delà des mots, est-ce qu'il y a d'autres choses suggérées? Oui, la participation à des rencontres communes, aller ensemble à des séminaires, des conférences, ça permettrait de faire tomber les préjugés, de lancer un dialogue plus naturel, quoi. L'échange direct, face à face, c'est souvent bien plus efficace que de longs discours. Se voir pour mieux se comprendre. Oui, ça semble logique, fondamental même. Et quelles autres stratégies les documents mettent en avant? Alors, il y a aussi l'idée de créer du contenu éducatif, mais avec une approche pro et humble. Des petites vidéos, par exemple, qui expliquent bien les différences, les complémentarités aussi, à qui s'adresse le coaching, à qui s'adresse la thérapie. Et toujours, bien sûr, dans le respect mutuel, sans jamais dénigrer l'autre approche. Informer pour démystifier, en somme. Ça paraît constructif, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres pistes, d'autres leviers mentionnés? Oui, il y a encore deux autres idées. D'une part, intégrer des références psychologiques connues et respectées. Citer Carl Rogers, Jung dans le discours du coaching. Ça peut montrer, disons, une culture commune et ça renforce la crédibilité. Et d'autre part, lancer des initiatives collaboratives. Pourquoi pas un podcast commun, tiens. Ou un événement co-organisé, inviter des thérapeutes pour discuter ouvertement des points communs, des différences. Des actions très concrètes, oui,
qui mise sur le respect, la transparence. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Il semble bien qu'il y ait une voie possible vers la collaboration, ou au moins la compréhension, si la volonté est là, bien sûr. C'est exactement ça. Et les textes nous laissent d'ailleurs avec une question importante, une question ouverte pour réfléchir. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, à privilégier la création d'espaces de dialogue, de compréhension, ou est-ce qu'on préfère rester un peu campé sur nos peurs face à ce qui est différent ou juste méconnu? Une dernière pensée, inspirée directement des sources pour conclure, n'oublions pas que la profession est un message avant d'être un emploi. Voilà de quoi méditer.